Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Merci d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, on se penchera sur cette tournée de l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, la décolonisation du Sahara occidental au centre des rencontres de Mistura lors de sa tournée entamée dans les pays de la région après une escale donc assez mouvementée dans les territoires occupés de l'Ayoun, les territoires occupés sahraouis. De Mistura s'est ensuite rendu à Rabat. Il a été reçu aujourd'hui par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf avant de conclure la tournée par la prochaine escale, la Mauritanie. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU devra rendre compte de sa visite et établir un rapport sur la situation des droits de l'homme dans la région et de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des résolutions onusiennes. Alors pour en parler ce soir avec nous, nous recevons avec beaucoup de plaisir Al-Kanti Bala, représentant du Front Polisario, chargé de mission pour l'Europe et l'Union européenne. Monsieur Al-Kanti Bala, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Sera également avec nous Claude Mangin, militante et épouse du détenu Naama Asfari, le détenu sahraoui dans les geôles marocaines, dans l'affaire des Gdeim Izik. Madame Claude Mangin, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Alors pour commencer, Al-Kanti Bala, de Mistura parle de la relance du processus de paix parrainé par l'ONU. Mais selon vous, monsieur Al-Kanti, quels sont les moyens justement de relancer le processus au point mort depuis déjà des années ? C'est très simple, il faut juste permettre au peuple sahraoui de s'exprimer librement à travers un référendum transparent, juste, régulier, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, et à travers lequel le peuple du Sahara occidental décidera de ce qu'il voudra de lui-même et de son territoire, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le mandat de la MINURSO. La MINURSO, c'est mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Elle a été installée à travers la résolution 690 de 1991 et par le Conseil de sécurité, et son mandat est l'organisation du référendum d'autodétermination. Donc, pour répondre brièvement à votre question, c'est cela le chemin qui mènera vers la solution du conflit du Sahara occidental. Très bien, Al-Kanti Bala. Alors, tout le monde connaît justement la question, tout le monde aussi sait où le blocage existe, où il gît réellement, mais à chaque fois, on parle de la relance du processus de paix comme si c'était une question qu'on découvrait à l'instant même, alors que la solution, le chemin de la solution est très clair, comme vous venez de le dire. Dans ces cas-là, entre le discours et entre les faits, il y a quand même une grande marche. Comment faut-il pour justement rétrécir cette marche ? Comment faut-il faire, bien sûr, monsieur Al-Kanti Bala? Écoutez, les Nations Unies sont sous la loupe par les autres nations qui y sont membres et elle se doit de réussir dans ce processus. Il y va de sa crédibilité, il y va de la crédibilité de l'architecture de la paix post-Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, tout le monde constate que les Nations Unies n'ont pas été à la hauteur de la mission qui leur a été assignée au Sahara occidental. D'abord, ça a commencé avec Pérez de Cuéllar, qui avait élargi les critères d'identification pour mener le processus de paix dans un impasse. Il a obtenu ce qu'il voulait. On a découvert par la suite qu'il était membre du conseil d'administration de la société Optorg, elle-même filiale de l'ONA, propriétaire de Hassan II. Nous avons plusieurs témoignages sur des pratiques du Makhzen de corruption à l'égard des membres des Nations Unies. Donc ça a commencé avec une légèreté extrême et ça a fini par une grossièreté. J'appelle grossièreté, c'est 3 décades pour organiser une consultation référendaire. De qui se moque-t-on?
Nous jugerons sur pièce ce que dira ou fera Stéphane de Mistura. Relancer le processus de paix, oui. Tergiverser et tenter de noyer le poisson comme nous avons vécu en tant que Sahraouis durant ces 3 décades, non. Les Sahraouis ne veulent qu'une seule chose, c'est d'abord retourner dans leur pays. Ils sont par milliers exilés en Algérie, et ensuite s'exprimer à travers une consultation référendaire sur leur destin et le destin de leur territoire. Donc, si Stéphane de Mistura a cette faculté de relancer le processus de paix, très bien. S'il ne l'a pas, ben, il finira comme les autres envoyés spéciaux et personnels qui ont fini par dire nous ne pourrons pas continuer dans ce chemin. Oui. Très bien, Alkan Tibala, on revient vers vous dans un petit instant. Le temps donc de saluer Claude Mangin et bien sûr d'aller dans le vif du sujet. Claude, Stéphane de Mistura au Sahara occidental pour tenter justement de sortir de ce statu quo. Il est arrivé à Laayoune et on sait ce qui s'est passé à Laayoune. La répression dont ont été victimes les militantes et les militants sahraouis dans la région. En octobre, le secrétaire général de l'ONU remettra son rapport sur la situation au Conseil de sécurité. C'est là, justement, là, toute la question. Qu'est-ce qu'il y a encore à constater qui n'a pas encore été fait, Claude? En tout cas, cette visite dans les territoires occupés, qui a enfin eu lieu après 2 ans de nomination et deux empêchements d'y aller, est une très bonne nouvelle, puisque c'était quand même incroyable que le seul lieu sur les 4 lieu qu'il doit visiter dans la région ne lui soit pas accessible, alors qu'il est finalement responsable quelque part de cette MINURSO qui n'a pas, on le sait, le mandat de surveiller les droits de l'homme. Donc c'était important qu'il puisse lui-même rencontrer les associations indépendantistes et il a pu le faire. Je suppose que s'il a accepté de venir dans les territoires occupés cette fois-ci, c'est parce que Rabat lui avait garanti qu'il pourrait le faire. Mais évidemment, ça s'est accompagné de toute une série de harcèlement et de tabassage des manifestants, de filature, hommes et femmes, et aussi d'arrestations, puisque nous avons 4 Sahraouis qui ont été arrêtés à Darla, et comme par hasard, c'était deux parmi eux dont les frères ont disparu en 2022. Donc la disparition existe toujours de la part des autorités marocaines quand il s'agit de Sahraouis, et 2 autres qui étaient un syndicaliste qui travaillait dans la région de la pêche, et puis un autre qui était très connu de la part des autorités. Donc s'ils ont été arrêtés, c'était bien parce qu'ils avaient dans leur main des dossiers à remettre en main propre à M. de Mistura pour lui permettre de bien se rendre compte de l'étendue des droits bafoués par les dégâts sur le plan, quand il s'agit des Sahraouis. Oui. Donc ces 4 arrestations sont une manière de montrer que finalement on ne laisse pas M. de Mistura accéder à toutes les personnes, en particulier ceux dont les 2 frères ont disparu depuis plus d'1 an maintenant. Oui, effectivement, on a eu l'occasion d'accueillir ici sur ce plateau, en tous les cas par Skype, 2 grands militants, y compris celui qui représente l'association justement des prisonniers sahraouis qui sont dans les geôles marocaines. Est-ce que vous pensez que le rapport est quand même parvenu en dépit de l'arrestation qui s'est faite, parce qu'effectivement, il nous avait parlé d'un contact qu'il aurait pris avec Stéphane de Mistura, et donc ils se sont quand même, certains ont pu rencontrer Stéphane de Mistura et lui faire part de ce qui se passe réellement dans les territoires occupés. De toute façon, il a été informé de tout ça, et puis nous sommes très nombreux à travailler au niveau du Comité contre la torture à Genève et du Haut Conseil des droits de l'homme, à qui nous transmettons systématiquement toutes ces violations. Et donc l'ONU et le Conseil de sécurité, grâce au rapport qui va sortir en octobre, sera largement documenté
sur les atteintes aux droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Très bien. Et ça sera certainement remis également au secrétaire général qui, bien sûr, devra remettre son rapport au Conseil de sécurité au mois d'octobre. El-Khatib Alla, justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette visite, comme elle est décrite par certains observateurs, met à nu un petit peu toute la politique du Maroc, une politique obstructionniste? Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, tous ces obstacles qui ont été mis sur le chemin de Demistura pour qu'ils ne se rendent pas dans les territoires, finalement, sont tombés à l'eau? Écoutez, l'ONU a perdu encore 2 ans, malheureusement. C'est le peuple sahraoui qui trinque. C'est les réfugiés, c'est les torturés, c'est les emmurés, c'est les disparus, c'est leurs familles. C'est une tragédie sans nom, de plus en plus longue, de plus en plus dure. Donc, ce sont 2 années. Aujourd'hui, Stéphane de Mistura voudrait bien nous dire que finalement, il a réussi à rendre visite au territoire occupé. Rendre visite au territoire occupé ne devrait pas être une finalité en soi. Oui. Ça devrait être l'objet d'une constatation loyale, honnête vis-à-vis de ses victimes, vis-à-vis du peuple sahraoui meurtri et plusieurs fois martyr. Une loyauté finalement envers la communauté internationale, vers les autres peuples qui eux aussi réclament une bonne compréhension de ce droit à l'autodétermination des peuples, une bonne pratique, une bonne application de ce même principe. Et j'aimerais également aussi que finalement, une fois que ce rapport honnête et loyal sera rendu, que le Conseil de sécurité puisse en tenir compte et mettre sur place les mécanismes qui permettent à la fois de protéger le peuple sahraoui sous domination coloniale, de ce colonialisme abject, brutal, violent qui est le Maroc, et également permettre une consultation référendaire. C'est ce que demande le peuple sahraoui, c'est ce que demande d'ailleurs le Conseil de sécurité. Toutes les résolutions, absolument toutes, sans exception, appellent à une solution qui permette l'application du droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Le mot peuple est souligné dans son sens plénier, sens politique, c'est-à-dire une entité propriétaire d'un territoire souverain et qui a été empêché d'exercer son droit à la décolonisation, à l'indépendance, et qui doit être rétabli pleinement dans ses droits. Il suffit juste que le Conseil de sécurité puisse émettre une résolution qui sanctionne l'occupant, qui le met à l'index, qui dit clairement que voilà, nous avons passé 30 ans à la recherche d'une solution négociée dans le cadre du chapitre 6. Nous n'avons pas réussi. Voilà la partie qui a empêché que cette solution puisse advenir, c'est-à-dire l'occupant, et qu'il mette en place les mécanismes qu'il faut pour contraindre l'occupant à accepter une solution, nous l'espérons, pacifique. Le peuple sahraoui a toujours aspiré à une solution pacifique, fondée sur la négociation, la bonne entente. Et d'ailleurs, sa proposition de solution rendue en avril 2007 est témoin de la pacificité du Front Polisario et de sa recherche sincère à une solution négociée qui permette de préserver les intérêts du Maroc, et de préserver les intérêts de la population marocaine. Oui. Le Front Polisario n'est pas dans une démarche belliqueuse, loin s'en faut. Il a essayé toutes les voies possibles et imaginables pour parvenir à une solution négociée et pacifique. C'est le Maroc lui-même qui a gravement violé le cessez-le-feu, contraignant le Front Polisario à plonger de nouveau dans une guerre. Oui.
Alors, Claude Mangin, le Maroc a plusieurs fois et à maintes reprises accusé l'Algérie justement de jouer ce rôle d'obstructionniste, alors qu'on sait très bien que depuis le départ, c'était Rabat qui mettait des entraves d'abord aux émissaires spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, et empêcher des visites ou interdire des visites d'ONG, interdire également des visites de journalistes des fois ou d'avocats, de détenus. Donc à chaque fois, l'entrave se faisait du côté de Rabat. Alors que pensez-vous justement, Claude, de ces accusations, essayons d'impliquer à chaque fois ou d'évoquer à chaque fois l'Algérie? Ben, c'est sûr que le Maroc cherche à détourner le regard. Or, effectivement, on le sait, depuis 2013, c'est-à-dire 10 ans maintenant, le Sahara occidental occupé est une prison pour les Sahraouis, pour les indépendantistes, pour les militants. Et ils n'ont le droit de recevoir de visite de personne. Toute personne qui va dans les territoires occupés depuis 2013 est expulsée systématiquement. Et donc, bien, effectivement, il faut détourner le regard. Il y a aucun journaliste ne peut y aller, aucune image ne peut sortir, aucun documentaire n'est tourné. Et il faut bien donc accuser quelqu'un d'autre de sa propre impéritie. Et il y a aussi une autre chose, c'est que par exemple les familles des prisonniers politiques qui veulent aller témoigner devant le Haut Conseil des droits de l'homme, devant le Comité contre la torture, en sont empêchées par exemple depuis 2 ans maintenant par le fait que l'ambassade de Suisse à Rabat ne donne pas de visa aux familles des prisonniers politiques, ce qui est complètement contraire à ce à quoi la Suisse s'est engagée quand elle a demandé que cet organisme des Nations Unies soit sur son sol. Donc ça veut dire que les familles subissent les représailles de la part de la Suisse qui est mise qui est sous contrôle finalement du Maroc. Donc on voit que le Maroc est toujours à l'origine de l'empêchement que le droit soit appliqué. Et je voudrais aussi dire que depuis janvier maintenant, il y a pas mal de militants, jeunes militants sahraouis qui demandent l'asile politique en France, en passant d'ailleurs par la Guyane. Hein, ils passent par la Turquie et par le Brésil où il n'y a pas besoin de visa. Et c'est tout un détour. Pourquoi ils font ça? Tout à fait parce que ils sont systématiquement arrêtés quand ils manifestent pacifiquement, et soit ils sont arrêtés, condamnés avec un procès ou sans procès à plusieurs années de prison, ou bien ils sont condamnés à une peine de sursis, et donc ils savent très bien que la fois suivante ils seront mis en prison, et donc ils prennent exil. Et ça, c'est aussi une manière pour le Maroc d'empêcher toute parole de la part de la jeunesse, et donc de vider un territoire. Et on sait bien que le colonisateur n'aime rien tant qu'un territoire vide pour pouvoir l'occuper. Or, il n'est pas vide, et tous ces jeunes, toutes ces générations successives de jeunes qui descendent dans la rue pour mettre des drapeaux, pour mettre des graffitis, ou bien là, c'est en l'occurrence pour rencontrer M. de Mistura, en est empêché. Oui. Donc cet empêchement de respirer de la population sahraoui, ça va loin, puisque par exemple moi je suis interdite de séjour depuis 2016 au Maroc. Je ne peux pas aller ni au Maroc ni au Sahara occidental, je ne peux pas aller voir ma famille, mes neveux grandir depuis 6 ans maintenant. Et la semaine dernière, mon mari a perdu son grand-père à Goulimim, et bien j'ai pas pu aller à l'enterrement. Donc ça veut dire que c'est l'empêchement de toute une vie familiale, comme pour tout le monde. Je suis traitée de la même façon, et c'est pas possible que les membres du Conseil de sécurité et même tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies laissent faire en toute impunité le Maroc sur cette question, comme l'a bien expliqué M. Kenti, qui dure depuis tant d'années. Tout est en place, il n'y a qu'à l'organiser, mais la volonté politique n'y est pas, et j'espère que M. de Mistura réussira là où ses prédécesseurs n'ont pas réussi. Je vous rappelle que M. Koller avait donné sa démission au bout de 2 ans, comme il s'était engagé s'il n'arrivait pas à obtenir du Conseil de sécurité l'organisation du référendum. Absolument.
Nous mettons tout notre espoir dans M. de Mistura, dans son rapport du mois d'octobre, pour que les choses se débloquent enfin. Oui, alors vous faites très bien de le dire parce que tout en espérant justement que de Mistura arrive un petit peu à solutionner ce blocage Kantibala. Alors de Mistura a assuré lors de sa visite qu'il s'agit d'une nouvelle étape. Comment doit-on comprendre cette phrase s'il y a interprétation? Selon vous, Monsieur le Kanti, quelle sera cette nouvelle étape? Est-ce que réellement cette visite est porteuse d'espoir? La présence de l'ONU au Sahara occidental en elle-même est porteuse d'espoir. Le fait que le Conseil de sécurité traite de la question du conflit du Sahara occidental et qu'il émet des résolutions qui demandent une solution qui permette le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, comme je l'ai dit tout à l'heure, est signe d'espoir. Le problème, c'est les agissements immoraux, illégaux même, de certains membres influents, permanents au Conseil de sécurité qui ont rendu la situation compliquée, qui ont rendu une consultation référendaire au demeurant simple extrêmement compliquée. S'y ajoute à cela l'activisme du régime colonialiste marocain, à travers différentes officines de lobbying, à travers des entreprises de corruption, à travers un tas de choses qui ont fait que, au lieu que cette solution puisse être trouvée rapidement, eh bien, on en est à 30 ans sans pouvoir l'organiser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane de Mistura sera jugé sur pièce. Est-ce qu'il parviendra, est-ce qu'il rendra un rapport honnête et loyal, lui qui a vu les Sahraouis dans les territoires occupés, tous ont été soit torturés, soit disparus. Je les connaissais pratiquement tous. Oui. Certains ont été avec moi dans les centres de détention clandestins, d'autres ont été au centre de l'Ayoun, d'autres ont été torturés, etc. Tous ont exprimé clairement la situation à M. de Mistura. Ils lui ont fait savoir qu'il s'agit d'une part d'une prison à ciel ouvert qu'est le Sahara occidental, qu'ils sont torturés, humiliés à huis clos, qu'il y a une entreprise de substitution des Sahraouis par des colons marocains et en soi c'est un crime de guerre, que tout cela se passe sans aucune observation étrangère, que la MINURSO est muselée, qu'elle ne peut pas rendre compte du drame auquel elle assiste. Et j'espère que Stéphane de Mistura non seulement sera loyal et honnête, mais qu'il sera aussi humain. C'est ça aussi que demandent les Sahraouis. Un peu d'humanisme dans ces mécanismes qui sont supposés rendre la vie internationale une vie fondée sur la coopération, sur la paix et sur l'entente entre les nations et entre les peuples. J'espère qu'un de ces éminents représentants, qui est Stéphane de Mistura, axera son travail sur le droit d'abord et sur l'humanisme ensuite. Oui. Sans cela, il sera quelqu'un qui sera vite oublié par le peuple sahraoui et par, je pense, tous ceux et celles qui ont encore espoir dans les Nations Unies. Ben voilà, parce que de toute façon, il a parlé d'une nouvelle étape en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental. En tous les cas, ça semble quand même porteur. On va voir ce qui va se faire d'ici octobre, lorsque le rapport donc sera remis au Conseil de sécurité. Claude Mangin, juste pour terminer alors, mais ça sera brièvement. Alors, des représentants d'associations ont remis quand même un rapport à Stéphane de Mistura où ils expliquent justement qu'ils ont été empêchés de pouvoir manifester. Et ils ont également fait part du fait qu'ils n'ont plus confiance dans cette mission onusienne au Sahara occidental qu'est la MINURSO, ni encore dans ses faits. Qu'en pensez-vous? Cet aveu est quand même assez poignant. Ah oui, c'est vraiment triste parce que ce sont des
Ce sont quand même des militants depuis 30 ans, toutes les 3 générations qui se succèdent et qui y croient toujours et qui... Bon, en tout cas, ils n'ont jamais montré qu'ils n'y croyaient plus, ils n'ont jamais utilisé la violence, il n'y a jamais eu un attentat. Et on sait bien que tous ceux qui sont en prison pour cette question de décolonisation. Tous ceux qui sont en exil pour les questions de décolonisation. Ceux qui sont en asile politique à l'étranger, la diaspora, le sont pour cette même raison. Je trouve que le coût de ce non-règlement de la question de la décolonisation du Sahara occidental est énorme et franchement, il est temps que le Conseil de sécurité utilise ses prérogatives pour faire aboutir ce processus. Merci beaucoup Claude d'avoir terminé quand même sur cette note plus ou moins optimiste qui laisse beaucoup d'espoir pour les Sahraouis qui n'ont jamais perdu cet espoir, même s'ils ne se disent pas très confiants en tous les cas, et ils sont très persévérants. Merci donc Claude Mangin, vous êtes militante pour la cause sahraoui, épouse du détenu sahraoui Agdey Mizik Naama Asfari. Merci Al Kantibala qui est donc représentant du Front Polisario chargé de mission sur l'Europe et l'Union européenne. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.